Alors, on va aborder la troisième partie de ce débat. On va voir des choses vraiment pratiques. Qui peut faire du covoiturage, qui peut conduire, sous quelles conditions, quels sont les problèmes d'assurance, etc. Donc, quand on covoiture avec son véhicule, est-ce qu'on est obligé de conduire seul ou est-ce qu'on peut passer le volant à un passager? Comment ça se passe? Et après, quelles sont, vis-à-vis des assurances, comment ça se passe également? Alors, juste les assurances, on est bien servi en France. On est bien servi parce que toutes les assurances, à des particuliers, j'entends, couvrent le covoiturage. Et c'est la responsabilité civile du conducteur qui assure le passager covoituré. Donc là, on est plutôt bien servi. Et puis, après, dans le cas extrême où la personne n'a pas pris d'assurance, il y a le fonds de garantie qui s'en occupe. Après, ça change un petit peu pour les voitures de fonction. Parce que là, ce sont les entreprises qui contractent avec des assurances des contrats spécifiques. Et là, effectivement, il y en a qui ont exclu expressément le covoiturage des voitures de fonction. Il y en a d'autres qui l'ont inclus. Donc là, c'est un peu plus hasardeux. Et après, il y a une formule intermédiaire où vous avez votre véhicule que vous utilisez aussi pour vos déplacements personnels et professionnels avec une extension d'assurance pour les déplacements professionnels. Est-ce que ça peut inclure des covoiturés ou pas? Oui, alors, en fait, à partir du moment où vous ne prenez pas l'assurance particulier, parce que vous pouvez avoir une assurance particulier domicile-travail qui couvre le domicile-travail, dans ce cas-là, effectivement, le covoiturage est inclus. Si vous prenez une assurance complémentaire pour le domicile-travail, c'est la négociation avec ce complément d'assurance, et donc c'est moins systématique. D'accord. Très bien. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, je donne toujours l'exemple. Il faut quand même rassurer, parce que c'est souvent une question qui est avancée, mais il faut quand même rassurer, c'est ce que tu as dit. C'est qu'en gros, on est parfaitement couvert. Moi, je donne toujours l'exemple pire, c'est un conducteur qui est alcoolisé, qui n'a pas le permis, qui conduit une voiture volée, et qui monte un passager en covoiturage, le passager est toujours assuré. Alors, je ne dis pas que derrière, on ne va pas se retourner sur la responsabilité. Il ne sera pas rassuré, mais il sera assuré. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc, évidemment, après, on n'est pas là dans des cas extrêmes, mais c'est pour dire que même dans les cas extrêmes, on est couvert. Et donc, il faut vraiment partir de ce point-là. Quand on avance une question d'assurance pour dire c'est compliqué, je ne peux pas, l'assurance ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas. C'est pas qu'on ne peut pas, c'est qu'on ne veut pas. Et pour être plus précis, si sur une longue distance, si le passager veut prendre le volant pour reposer un c'est plus compliqué. Le conducteur est identifié et attaché à la voiture. Et s'il n'y a pas eu de déclaration de conducteur complémentaire, c'est ce que vous ne pouvez pas faire. À moins que vous ayez une assurance, tout conducteur. Voilà, ça peut arriver. Mais effectivement, à ce moment-là, c'est la négociation avec l'assureur. Il y a des problèmes de gens qui se retournent contre le covoitureur ou contre la plateforme. Ça existe ou Oui, il y a toujours malheureusement des petits problèmes. Aujourd'hui, est-ce que c'est comme sur les autres plateformes, est-ce que comme en VTC, est-ce qu'on note son chauffeur, est-ce que le chauffeur note ses passagers ou chez nous, on ne note pas forcément, mais on a un support à live chat 7 sur 7, justement pour signaler de problèmes, que ce soit liés au conducteur ou par exemple la route qui est plus disponible. Donc nous, on a en place ce système-là justement pour rassurer aussi quelque part les particuliers. Parce que c'est vrai, pour l'instant, le covoiturage que la grande masse connaît, c'est vraiment le covoiturage classique, rigide, qui inspire pas forcément confiance. Donc c'est pour ça, quand on rajoute tout le partenariat autour, que ce soit l'assurance, le live chat, le support, etc., donc ça reste quand même beaucoup plus rassurant pour les personnes justement de s'engager, d'oser le pas, de faire partie de la communauté. Oui. Sur vos plateformes, on note des deux côtés? Alors nous, on peut évaluer, mais là c'est pareil, ça va dépendre des cas. Sur la grande distance, il y a l'évaluation qui se fait parce que justement, on part pour 2 ou 3 heures avec quelqu'un. Sur de la courte distance, on va plutôt retrouver des collègues ou des gens qu'on connaît. On connaît quelqu'un qui connaît. Donc là, si on a décidé de covoiturer avec lui, voilà, au quotidien, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas besoin de l'évaluer pour dire il est bon ou il n'est pas bon. S'il n'est pas bon, on ne covoiture pas et on le sait très vite. Mais donc il y a les deux systèmes qui coexistent. Oui, nous les deux s'évaluent. Parce que nous, on est sur du dynamique, donc effectivement, on change finalement de covoiturer tous les jours. Et donc, il y a une évaluation à la fin du trajet par les deux. Parce que c'est des mécanismes assez classiques quand même de création de confiance. Après, il y a aussi l'ancienneté, il y a l'appartenance aux mêmes communautés, donc l'appartenance à la même entreprise ou au même village. Enfin, on utilise tous un peu ces mécanismes.
qui crée de la confiance. D'accord. Je veux juste rajouter une limite là-dessus, c'est que l'évaluation et la notation aussi, parfois, c'est un peu aussi on devient une marchandise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis conducteur et j'ai besoin de ma bonne note pour valoriser le trajet donc c'est la limite du système de notation, il faut se méfier de ça. Je veux valoriser mes places de voiture pour les vendre le plus cher possible, donc je recherche à tout prix la meilleure note possible. Et à ce moment-là, on n'est plus dans un dispositif où on a des notes qui rassurent, mais on est un dispositif où on a des notes qui permettent de faire payer et de valoriser sa place. Et là, c'est la limite du système sur lequel il faut être relativement vigilant. Oui. C'est pour ça, nous aussi, on ne fait pas forcément de notes, parce que c'est un peu un réseau social, juste parce que j'aime telle ou telle musique, voilà, j'ai une note moindre, non. C'est vraiment les affinités. Et c'est vraiment les dangers, entre guillemets, que s'il conduit trop vite. Voilà, on essaie de sortir de ce cadre-là et vraiment de se concentrer sur ce qui est important, la sécurité, la vitesse, etc. Alors, quatrième et dernière partie de ce débat, on va voir, justement, on a parlé tout à l'heure si c'est un transport palliatif. On a vu que non, pas nécessairement, même si les masses par rapport au volume de trajets existants par jour sont pas encore très importants. Deux choses avant de voir vraiment la concurrence, qui fait concurrence et comment développer le covoiturage. Il y a eu la semaine de la mobilité il n'y a pas très longtemps, je n'ai pas entendu parler de covoiturage. Et il y avait une journée du covoiturage qui existait. Alors peut-être que je dis une bêtise, parce que je dis qui existait au passé. Est-ce que ça existe toujours? C'est quand? Ou ça a été ou ça n'existe plus? Alors, si elle existe encore, moi je suis comme vous, cette année je ne l'ai pas vu passer. Donc peut-être qu'on est mal informé, mais ça veut dire que, de mon point de vue, cette année, la Semaine européenne de la mobilité a été moins médiatisée que les années précédentes. Je pense que c'est lié à un tas d'opérations qui ont eu lieu déjà avant l'été. Et puis après, c'est aussi les limites de ces semaines. L'enjeu, c'est pas de se faire plaisir une semaine par an ou une journée par an. Ouais. Et c'est généralement quand on met une journée, c'est pour une minorité. Donc voilà. Puis on a bien, tout le monde est conscient que le covoiturage, c'est quand même un changement de comportement, si on veut que ça devienne un peu massif. Et le changement de comportement, c'est pas en une journée ou en une semaine, ou bien que c'est des choses qui doivent s'ancrer dans les habitudes. Mais pour répondre un petit peu à votre interrogation, il y a en fait le gouvernement s'est saisi de la question. Donc il y a eu cette grosse construction de ce qu'on appelle la loi pour l'orientation sur la mobilité, qui va sortir. Qui va finir par sortir. Ouais, probablement en janvier, après la loi Pacte, mais qui, elle, prend le problème à bras-le-corps. Voilà, qui intègre le covoiturage. Et qui devrait normalement le rendre beaucoup plus facile. Alors j'ai vu qu'il y avait un organisme qui s'appelle le FEDUCO, ou la FEDUCO, qui est une fédération, donc qui a priori vous réunit. Et ce matin, j'ai vu que le 1er octobre, au Mondial de l'Automobile, il y a une fédération des générateurs de mobilité partagée qui a été lancée à l'occasion du Salon de la mobilité. Alors là, qui intègre plus largement que le covoiturage, l'autopartage, etc. C'est utile, ça fait doublon. Alors la FEDUCO, tu connais, vas-y. En gros, moi je rajouterais une entité en fait sur ces dynamiques-là aujourd'hui, qui est la Fabrique des mobilités, qui est aussi une association qui existe et qui essaie de réunir l'ensemble des acteurs qui se saisissent de la question de la mobilité pour justement faire dialoguer les acteurs. Les constructeurs automobiles, les transporteurs publics, entre guillemets, classiques, avec Transdev, SNCF, pour faire simple, et puis toutes les petits, entre guillemets, les petits opérateurs, ou en tout cas les opérateurs nouvelle mobilité, et qui dialoguent ensemble pour créer de la valeur en commun et créer des biens communs. Donc ça, c'est un autre acteur que je rajouterais. Alors là-dessus, si je peux me permettre, il y a du travail, parce que quand je regarde la mobilité, il y a effectivement le monde de l'automobile, il y a le monde des transports en commun, il y a le monde du rail, il y a le monde de l'avion, il y a le monde du travel management, et tout ça, ça fonctionne encore assez en silo, et ça ne se parle pas beaucoup. C'est compliqué. Il y a peut-être deux exemples de communs qui ont été construits à la Fabrique de la mobilité. Par exemple, il y en a un qui est en cours de développement, qui s'appelle la preuve de covoiturage. C'est que toutes les plateformes, quelles qu'elles soient, ont besoin de formaliser qu'est-ce qu'un covoiturage, parce que cette preuve peut être utilisée par des collectivités pour créer des avantages. Et puis le deuxième, par exemple, les aires de covoiturage ou les zones d'arrêt. Où est-ce qu'on peut s'arrêter
Et ça, c'est quelque chose qu'on partage tous parce que ça intéresse la communauté. Alors ça, a priori, les zones de covoiturage, moi j'en ai vu beaucoup, en province. C'est assez bien organisé, un peu comme les bus scolaires, enfin les trains scolaires ou ce genre de choses. Ça commence à se développer. Et pardon. Je voulais compléter sur la FEDUCO et puis l'organisme qui est né à l'occasion du salon. Oui, alors du coup, la FEDUCO, elle sert à quoi? Alors, l'organisme qui est né au salon, l'objectif, c'est plutôt un organisme de lobbying, pour faire simple, pour défendre la profession. Et la FEDUCO, c'est un peu un intermédiaire, je dirais. La FEDUCO, c'est une fédération qui se concentre que sur les acteurs du covoiturage, mais qui a aussi pour mission un petit peu de faire valoir une meilleure connaissance du métier auprès de différents acteurs publics ou privés. Donc je dirais que c'est une situation intermédiaire entre la fabrique des mobilités et l'opération de lobbying. Et surtout, ce qui est très complexe aussi, surtout sur le marché français, il y a plus que 200 acteurs de covoiturage qui sont plus ou moins connus. On connaît Blabla Lines, Caros, Klaxit, ID Vroom, etc. Mais il y a aussi énormément qui ne résistent pas forcément au temps. Comme par exemple les charrettes, malgré les partenariats qui sont eus avec la RATP, on n'entend pas forcément. Donc du coup, pour le consommateur, à vrai dire, ça reste confus, rigide, donc c'est très très compliqué aussi. Et je pense que c'est pour ça... c'est déjà dans la partie du covoiturage, c'est compliqué. Après, entre chaque mode de transport, c'est compliqué. Et c'était ça aussi plus le but de la semaine européenne de la mobilité, de miser sur la multimodalité. Et vraiment venir vers le MaaS, donc mobilité as a service, justement pour créer un maillage et arrêter, entre guillemets, que tout le monde chamaille entre eux en disant non, moi c'est mieux. Voilà, c'est vraiment le but final, c'est l'individu qui a besoin de la mobilité.